Allez, on parle du lancement de la 5G. Pourquoi ? Parce que hier, la Commission européenne a rendu son verdict justement sur le développement de la 5G, Bruxelles, qui fait entendre, vous allez voir, un son de cloche qui est un petit peu différent, un peu nuancé par rapport à ce que disent les Américains. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Juste en préambule, pas de côté, mais la 5G, pardon, à chaque fois... Non, mais est-ce que c'est vraiment... C'est une révolution. Non, mais c'est un enjeu stratégique, on va expliquer pourquoi. Mais à chaque fois, on nous fait le coup, à chaque génération, c'est une révolution, etc. Là, c'est vraiment différent. Je pense effectivement, peut-être à nos concitoyens qui nous regardent dans les campagnes, en tendant le téléphone et qui ont parfois du mal à ne serait-ce qu'à capter la 3G, même quelquefois à Paris. Donc c'est vrai qu'on peut se dire, tout ça, c'était encore un espèce de tour de passe-passe commercial, c'est un peu loin de nous. Plus sérieusement, la 5G, elle va quand même accompagner ce mouvement général de numérisation de l'économie. Donc oui, ça va être quelque chose d'important, puisque pour accompagner la robotisation de la supply chain, par exemple, pour les entreprises, pour les villes autonomes avec leur réseau d'électricité, de transport, de gestion des déchets, peut-être aussi pour les véhicules autonomes qui vont arriver demain, très bientôt sur le marché. Pour tous ces objets connectés bêtes aujourd'hui qui vont devenir intelligents grâce également à leur raccord Internet, la 5G sera là pour ça. Donc il y a quand même un enjeu effectivement majeur. C'est aussi, et je ne suis pas un expert des télécoms, donc je vais là vous restituer ce que j'en ai lu, une architecture réseau assez différente de celle qui a lieu jusqu'ailleurs, notamment une technologie qui est beaucoup basée sur le logiciel, et c'est aussi ça la différence, c'est qu'on peut la maintenir à distance, la maintenir et la faire évoluer, c'est-à-dire l'updater, voilà, comme vous avez sur votre box internet à distance. Alors bien sûr, on s'imagine que la quantité de données, d'informations qui va circuler via ce réseau va être beaucoup plus importante. On peut penser aussi que la nature des informations qui va circuler, il va y avoir des choses assez triviales, et puis il va y avoir des choses beaucoup plus critiques, beaucoup plus sensibles. On va pas faire de la SF bas de gamme, mais imaginez demain que quelqu'un puisse espionner, alors ça c'est la chose la plus simple, le réseau d'électricité d'une ville, ou voir dans une optique un peu effrayante, prendre le contrôle de votre flotte autonome de véhicules via le réseau. Et c'est la position au final quelque part derrière. Après il y a cette guerre technologique entre Américains et Chinois, mais pour les Américains, c'est niette, il n'y aura pas de Huawei, ils lui ont fermé la porte sur le marché américain. Exactement. Et d'ailleurs, à l'époque, certains avaient dit que c'était pas forcément la plus mauvaise décision qu'avait prise Donald Trump dans ce volet. Alors certes, on s'inscrivait dans le bras de fer entre les États-Unis et la Chine, bras de fer commercial, mais les Américains y ont vu là un enjeu de sûreté nationale, effectivement, d'urgence même nationale, et en mai 2019, c'était terminé. Huawei, effectivement, comme vous l'avez bien prononcé, a été exclu des États-Unis de façon assez irrémédiable. On voit que d'ailleurs, ça a été un peu compliqué parce qu'ils se sont rendus compte que dans certains réseaux, Huawei était très avancé, notamment sur la 5G. Peut-être plus que les autres. Et donc en Europe, la position, c'est non, on ferme pas, on ne blackliste pas Huawei. Alors voilà, c'est oui mais, c'est une espèce de oui mais. Voilà, je sais pas si vous avez lu, les articles qui sont parus sur le sujet hier. Il y avait deux façons de voir les choses. C'était effectivement, on laisse la porte ouverte, c'est-à-dire il n'y a pas de blacklistage, mais il y avait des limites. On va y revenir. Intéressant quand même de noter que l'Europe n'a pas été la seule à se prononcer ces derniers jours. Enfin, est-ce que c'est encore l'Europe ? Le Royaume-Uni aussi a rendu son verdict, et on aurait pu penser qu'ils allaient s'aligner sur la position américaine. Eh bien non, eux aussi ont rendu une position qui ne mettait pas Huawei hors jeu, mais qui a limité en quelque sorte son influence potentiel au sein du réseau, puisque en fait le gouvernement britannique ne permettra pas à l'équipementier chinois d'être ce qu'on appelle le cœur de réseau, donc c'est les serveurs où transitent les données des utilisateurs, ni d'être présent dans les zones stratégiques. On imagine une centrale nucléaire, une base aérienne militaire, etc., etc. Et puis aussi les équipements Huawei, donc qui seraient autorisés dans les infrastructures non stratégiques, mais avec une limitation de 35% pour la 5G. Voilà, position qui n'est pas si éloignée de celle de la Commission européenne, vous le disiez. Et concrètement alors ? Alors en fait, nous on a eu, je ne sais pas si vous voyez, c'est la boîte à outils. Voilà, hier Thierry Breton, commissaire européen, parlait de cette boîte à outils qui devrait encadrer le déploiement de la 5G en Europe, avec deux règles quand même importantes. La première serait que les opérateurs ne pourraient pas avoir recours à un seul équipementier pour développer leur réseau. Il faut donc qu'ils panachent. Alors très concrètement, qu'est-ce que ça donne en France ? On sait que par exemple Bouygues Telecom et SFR sont clients Huawei, mais ils ont également
commander des équipements chez Nokia. Alors ça voudrait peut-être dire pour eux panacher un petit peu plus, faire rentrer plus d'équipementiers. L'idée effectivement c'est de ne pas être en dépendance vis-à-vis d'un groupe unique. Par contre ça a des effets de bord assez curieux puisque Free avait prévu de passer uniquement par Nokia, équipementier européen. Ouais, et peut-être que eux formidable. sont, mais non, parce qu'il faudra panacher aussi, s'ouvrir. Exactement. Exactement. Donc ça c'est la première règle. On ne dépend pas d'un seul équipementier, panache. Et la deuxième c'est attention, on ne doit pas choisir un fournisseur à risque et c'est là où ça devient... c'est quoi ça le risque? Voilà, qu'est-ce que c'est un fournisseur à risque? On nomme pas Huawei, mais on parle d'un fournisseur à risque. C'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est un fournisseur à risque? Thierry Breton avait donné une interview au Monde hier pour expliquer un peu, contextualiser l'emploi de cette boîte à outils. Il nous explique qu'un fournisseur à risque, c'est une société, alors attention, qui dépend fortement d'un État ou qu'un État peut obliger à divulguer les données de ses clients. Mais attendez, mais c'est qui? Voilà. Je vois pas. Donc, quand on sait qu'en 2017, effectivement, le gouvernement chinois a publié une loi qui, en fait, oblige les entreprises à communiquer avec lui s'il a besoin de toutes les informations nécessaires, on peut se dire qu'effectivement, le chinois est en ligne de mire, mais pas que. C'est là aussi où peut-être l'Europe fait ce pas de côté, puisqu'en fait, les États-Unis ont aussi, depuis 2018 et le Cloud Act, la capacité d'aller comme ça un peu mettre leur nez dans les affaires des dans les opérateurs privés. Ce qui est permis à l'un et... Donc, non, mais du coup, ce serait la même chose. Quand on sait que Cisco est une société de télécom extrêmement présente en Europe, ça pourrait aussi les concerner. Et sur le papier, tout ça, ça a l'air à peu près bien. Donc, on en trouve la porte, on met des conditions, on blacklist par Huawei. Mais ce sont des recommandations, des règles? Alors, en fait, c'est là où on rentre dans le méli-mélo européen. Ça va être à chacun des États membres d'appliquer ces règles à son niveau. Et on peut se douter que tous ne vont pas avoir le même degré de vigilance, ou en tout cas tout simplement le même point de vue sur ce qu'ils vont devoir faire. Là où Donald Trump dit maintenant c'est terminé, Huawei sort du marché, et pour le coup c'est relativement clair. En Europe, ça va être aux États. Ça veut dire qu'ils vont devoir conduire des audits, qu'ils vont devoir un petit peu regarder la situation équipementier par équipementier, opérateur par opérateur, décider d'exclusion éventuellement. Je ne sais pas si vous savez qu'en France, à l'été dernier, on avait voté cette loi. Alors, elle ne porte pas le nom de loi Huawei, mais c'est pareil. C'est comment ne jamais nommer Huawei tout en pensant toujours à lui. Il pensait toujours ne le dire jamais. Et on a cette loi qui, en France, maintenant, oblige les opératers français, avant de choisir certains équipements, à passer par la case. Exactement, du Premier ministre, de Matignon, carrément. Matignon, qui se prononce dans les 2 mois sur le fait de savoir s'ils peuvent ou non avoir recours à des équipements, et s'il y a une menace de sécurité nationale, et éventuellement refuser l'emploi de ces équipements. Qu'est-ce qu'on se dit sur cette... on fait le bilan, là, encore une fois, de cette décision, enfin, de cette proposition de Thierry Breton de la Commission européenne de Bruxelles. On se dit quoi? Il y a du pragmatisme, certains diront de la naïveté, ou parce que c'est l'Union, il faut faire un compromis que certains jugeront bancal. Ouais, et peut-être un peu d'impuissance aussi. C'est vrai que on a posé... ça semble assez curieux, David, qu'on pose dans un premier temps des enjeux de sécurité extrêmement forts. On explique effectivement que la 5G va être un réseau extrêmement puissant, qu'on va pouvoir y relier des tas de choses, et que donc il y a des enjeux de criticité vraiment fort sur la maîtrise de la donnée. Donc ça, on se dit, bon... Et ne pas en tirer les conclusions. Et tirer les conclusions en disant, oui mais un peu, oui mais on va faire au cas par cas. Alors, pourquoi on en arrive à cette position bancale? Parce qu'effectivement, il y a certains États qui n'ont pas attendu, parce qu'elle arrive tard, cette décision. Là où les États-Unis, là aussi, se sont prononcés en mai 2019, et on peut presque dire que c'était déjà très tard, puisque s'il y a un réseau... On semble découvrir, Européens, Américains, qu'un réseau de télécom, c'est quelque chose de critique. En 2019, c'est quand même un petit peu tard. Et puis, il y a certains pays qui ont déjà recours à Huawei, Pologne, Portugal, Hongrie, donc c'était compliqué. Il y a des enjeux aussi de commerce. On sait que d'un côté, effectivement, les Américains ont dit attention, nous, on ne va pas être contents si vous laissez Huawei, mais de l'autre, les Chinois sont allés dire à nos voisins allemands que ce serait quand même bien pour que l'avenir de l'industrie allemande, qu'il n'y ait pas une position trop dure. Plus près de chez nous, Orange, le PDG d'Orange, qui disait ce serait une grave erreur de se priver de Huawei, puisque en gros, on explique que les opérateurs européens, et il y en a, Nokia, Ericsson, dans la 5G aussi, ne sont pas aussi avancés, pourraient peut-être fournir des équipements, mais moins performants et plus chers. Donc qu'est-ce qu'on a à l'arrivée? On a un tiraillement au sein des États, on a un tiraillement entre États, on a les intérêts business, et ça aboutit à cette
boîte à outils où on remet la décision auprès des États. Et, on aurait pu être plus de préférence européenne quand même, non? C'est ça, c'est-à-dire qu'on se dit, mais c'est quand même dingue, est-ce que, alors qu'on a été une zone économique capable de faire Airbus, on n'est pas été capable de se dire, finalement, on a Nokia Ericsson, ok, peut-être qu'ils ne sont pas aussi avancés, mais étant donné les enjeux de sécurité et même de développement économique futur, peut-être que c'est le moment de mettre le paquet, d'interdire Huawei, de financer à fond les développements de la 5G et de soutenir nos et à l'américaine. Et voilà. Et on arrive comme d'habitude avec l'Europe qui est un peu qui sait pas trop. Michel pour ménager la chèvre et le chou. Oui, c'est ça. C'est ce qu'avait dit un éditorialiste du Monde et je pense que c'est très vrai. Bon, merci en tout cas. Merci. L'explication signée Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci Laurent.